Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. De construire une nation forte et solide. D'ailleurs, c'est même cette idée qui a fait en sorte que cela soit vu sur le plan africain, où l'Afrique ne devait plus être dans ce territoire pillé par les puissances impérialistes occidentales et étrangères, mais devait donc discuter à part égale. La volonté de vouloir créer les États-Unis d'Afrique, également d'une banque centrale africaine, afin que l'Afrique soit autonome, autant de choses, mais également aussi la situation favorable pour les Libyens de son époque, fait en sorte que Muammar Kadhafi donc s'est présenté comme étant une figure manquante du continent africain, du panafricanisme, mais également aussi du guide, comme lui-même l'a-t-il souligné, où en 27 ans, il avait donc été à la tête de la révolution. Mais dans son combat qu'il menait, pensant également aussi qu'on pouvait s'ouvrir aux autres et travaillant par la même occasion, il s'est fait finalement cueilli par les puissances occidentales, notamment le 20 octobre 2011, jour d'anniversaire aujourd'hui. Cela fait 11 ans que le guide libyen a quitté justement cette terre sur coup d'un assassinat. Au regard donc de ce qu'il a pu faire et au regard de ce que la Libye, qui est devenue aujourd'hui un pays où il n'y a plus pratiquement l'espoir de vivre, de rêver, et de ce qu'il pensait construire, il était question de faire un arrêt et de parler notamment de ce que ce grand homme a eu à faire pour l'Afrique en général. Afrique Révolution, Muammar Kadhafi, symbole du panafricanisme, quel héritage pour les Africains. Mesdames, Messieurs, voilà la thématique qui nous rassemble. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Pour échanger sur ce sujet, nous avons donc fait appel à des invités dans un contexte aussi particulier pour leur sens d'analyse et également aussi le développement des idées. Nous allons commencer bien entendu dans ce cas puisqu'on parle notamment de symboles avec notamment un aspect qui devait justement servir à la génération d'aujourd'hui. Je préfère donc passer la parole d'abord à celui qui est plus âgé sur le plateau de cette émission avec nous, Depekodo Pierre Claver, qui se fait donc appeler notamment également patriarche dans le domaine, vu son âge également aussi, plus des journalistes panafricanistes, directeur de publication, Horizon Nouveau Magazine International, Africa First Cross News et président de l'APDA-APH. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Florent, bonsoir à nos appelants qui sans doute vont se manifester d'un moment à l'autre. Bonsoir surtout à nos téléspectateurs et nos téléauditeurs qui ont consacré leur temps pour partager ces moments avec nous. Oui Florent, comme tu l'as si bien dit, nous vivons un moment historique qui s'agissant de la commémoration de l'assassinat du guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, une date que les Africains des générations d'aujourd'hui et à venir devraient incruster dans leur mémoire comme étant une journée de tristesse, une journée d'abus, une journée de terrorisme impérialiste occidental. Pour illustrer mon propos, je voudrais quand même rappeler à nos téléspectateurs et nos téléauditeurs qu'aujourd'hui devait avoir lieu la cérémonie de dédicace d'un livre intitulé Ezeka dans le train de la mort, un livre écrit par un jeune auteur camerounais qui a pour nom Viréel Renaud et Boto. Cette cérémonie devait donc avoir lieu à l'Institut français de Yaoundé, mais contre toute attente, le responsable de l'Institut français de Yaoundé a tout simplement annulé la cérémonie. Pourquoi? Parce que le jeune auteur, qui n'est pas très loin des influences panafricanistes, a pris soin de dénoncer les collisions entre les dirigeants africains et les dirigeants et les transnationales occidentales et notamment françaises pour qui en fait ont pour conséquence aujourd'hui des morts pour rien des morts, je dis bien pour rien, parce que si jamais l'ex-régime national des chemins de fer du Cameroun n'aurait jamais été privatisé et prise en otage par le français Bolloré, il est certain que le triste souvenir que nous rappelle l'accident, le drame des Eka n'aurait jamais eu lieu. Et contre toute attente, donc, comme je le disais, cette cérémonie de dédicace, elle n'a plus eu lieu à Yaoundé aujourd'hui. Pourtant, l'accord de principe, l'accord formel avait déjà été donné par le réseau des instituts français qui, au dernier moment, a demandé, a annulé
la cérémonie en retirant dans ces programmes celle-ci. C'est encore une manifestation concrète du terrorisme que la France exerce sur l'Afrique dans tous les domaines, et surtout aujourd'hui on se rend bien compte que c'est un terrorisme intellectuel, à la fois intellectuel et culturel, à travers lequel la France tient nos élites au pas, a pris nos élites en otage. Mais comme panafricanisme, je pense que c'est une occasion pour les uns et les autres, en ce jour d'anniversaire de l'assassinat du colonel Muammar Kadhafi, pour nous autres les panafricanistes, de prendre conscience et de réaliser que la France n'a jamais été une opportunité pour l'Afrique, mais davantage une menace. Merci à vous, que ce soit donc très désolant et triste, d'ailleurs de voir ce genre de choses, de pouvoir donc museler une pensée, tout simplement parce que cela qui peigne notamment au quotidien, l'existence de ce que nous vivons, que ce soit donc les écrivains, auteurs et même les journalistes ou encore toute autre personne, les artistes, sont ceux-là qui sont aujourd'hui des sortes de griots et même des philosophes de la société actuelle. Il est question souvent de pouvoir donner une meilleure ouverture, même comme toutefois, disons-le, cette vérité, on n'aime pas souvent la voir en face parce qu'elle semble apporter beaucoup plus de blessures qu'une réelle blessure sur la peau. Nabaloum Abdoulaye est avec nous, il est membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté du peuple ASP Burkina, du côté donc de Ouagadougou. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à Florent, bonsoir au doyen Claver, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique de For You Media, bonsoir à la direction générale de For You Media, bonsoir à tous les panafricains, à tous les souverainistes, bonsoir aux nationalistes, aux patriotes, bonsoir au peuple africain, et encore merci pour l'occasion que vous nous offrez d'apporter notre pierre dans cette lutte panafricaine, dans cette lutte de libération des peuples africains. Je ne sais pas, est-ce que du côté de la réalisation, Moussa Zan Diarra, qui semble être occupé, est avec nous. S'il nous a rejoint, on voudrait bien prendre contact avec lui, mais sinon, on le fera plus tard. Mais dans ce cas, monsieur, nous allons aller sur un principe qui est d'ailleurs très simple. On va devoir prendre le timing parce qu'il y a forcément des choses à développer pour ne pas trop monopoliser la parole. Et il faudrait bien que nous puissions garder au regard du timing qui nous est donné. Je préfère commencer donc par la mémoire collective en donnant la parole donc à votre personne, Comte Pierre Claver, journaliste panafricaniste justement que vous êtes. Le 11 octobre 2011, Muammar Kadhafi, le guide libyen, celui-là qui portait notamment les espoirs des États-Unis et d'Afrique, d'une Afrique unie et d'un réel combat populaire, se faisait cueillir par ceux-là qui pensaient justement qu'il était le dictateur qu'on présentait, notamment les partisans du mouvement du 27 mars 2011. Oui, je crois que le souvenir de Muammar Kadhafi devrait désormais habiter chaque Africain digne de ce nom, chaque Africain soucieux de l'avenir de notre continent, chaque Africain qui pense l'Afrique autrement, au-delà de ce que les médias mainstream occidentaux nous ont inculqué dans nos cerveaux, à croire que l'Afrique c'est l'un des continents les plus pauvres du monde. Je voudrais quand même rappeler à nos téléspectateurs que Kadhafi tombe sous les balles coalisées de l'OTAN, de la France, à l'initiative de la France et des États-Unis, pour des raisons tout simplement d'hégémonie. Kadhafi, dictateur, ça c'est une hérésie, c'est même une imposture, dans la mesure où pendant la Libye de Kadhafi, l'école était gratuite, l'eau était gratuite, l'électricité était gratuite, même le gaz domestique était gratuit. Aujourd'hui, cette Libye-là relève du passé et de la préhistoire parce que désormais, les Libyens qui ont été l'élite libyenne, qui avait été instrumentalisée par l'Occident, a tout simplement trahi l'avenir de ce pays pour un dirigeant qui
quoique étant de l'Amérique du Nord, pensait l'Afrique dans son intégralité. Pour preuve, son projet de l'Union des États-Unis d'Afrique, en plus maintenant de la Banque, le Fonds monétaire africain, dont le siège a même déjà été fixé pour Yaoundé, la capitale du Cameroun. Kadhafi, malheureusement, comme d'habitude, n'a pas été compris par ses pairs, parmi lesquels certains trolls de l'Occident, notamment de la France, qui, je vous assure, a une influence extrêmement négative sur le psychique de notre élite. Et pour preuve, lorsque Kadhafi est assassiné, on se rappelle un certain Jean Ping qui avait validé cet assassinat, on se rappelle un certain président sénégalais qu'il avait également validé, Maître Abdoulaye Wade, président de la République sénégalaise de l'époque. Donc vous comprenez que l'Afrique est davantage prise en otage par sa propre élite, dont une élite comprador, corrompue, aliénée et imbécile. Excusez-moi du terme, mais c'est le terme dont mérite d'être qualifiée cette élite à laquelle dont l'Afrique ne devrait pas être fière. Aujourd'hui, nous commémorons donc un jour historique qui, si jamais à l'époque des pays comme la Russie auraient pris la mesure de la menace, ne serait jamais arrivé. Mais je pense sincèrement que Kadhafi a été sacrifié pour l'avenir de ce continent. La preuve aujourd'hui, c'est que tout l'Occident a plus que jamais peur de franchir le cap, même dans un conflit qui se passe sur son propre territoire. Par exemple, l'opération spéciale russe en Ukraine en cours actuellement. Vous avez bien remarqué que les pays de l'OTAN ont peur d'attaquer, d'envoyer des bombes s'abattre sur la capitale russe parce que ceux-ci savent que la Russie n'a jamais été d'accord par rapport au projet d'assassinat de Kadhafi. Et à ce titre-là, tous ces pays qui nous ont fait croire depuis des siècles qu'ils étaient de grands pays, et pourtant c'est des pays prédateurs, des pays minuscules, des pays qui ne vivent que de la prédation internationale. Ces pays ont peur de subir le même sort que la Libye a subi au lendemain, que la Libye subit désormais après l'assassinat de Kadhafi. Je voudrais quand même rappeler une chose à nos téléspectateurs et un point qui me semble assez important. Aujourd'hui, la Libye n'est plus un pays. La Libye est devenue un territoire de non-droit où il n'existe pas, il existe des gouvernements apparents, mais sur le terrain, rien n'existe. La Libye est prise en otage. Les richesses libyennes sont prises en otage par les multinationales occidentales, parmi lesquelles Total, qui est français, Exxon, qui est américain, et dans une moindre mesure, Eni, qui est italien. Donc vous comprenez qu'ils ont atteint leurs objectifs en Libye, en tuant Kadhafi, pour faire même base sur les ressources naturelles de ce pays, mais désormais, ce ne sera plus jamais le cas. Et je pense d'ailleurs que l'Afrique, les Africains en général, devraient apporter un soutien sans condition à l'opération spéciale russe qui est en cours en Ukraine, pour que désormais, toutes les cartes soient remises sur la table et qu'on reparte à zéro. Ndebaloum Abdoulaye, aussi un mot pour parler notamment de la gestion, notamment de la Libye, qui est d'abord le pays qu'il gouvernait, Muammar Kadhafi. Aujourd'hui où, justement, on a voulu le présenter comme étant un diable, justement, aucun parle souvent que du diable habillé en Prada, comme étant cette personne-là qui faisait tout pour faire croire qu'il était un bon gestionnaire alors qu'il pillait notamment son peuple. Pourtant, tout était pratiquement gratuit de son côté, même pour les Africains qui venaient de l'extérieur, d'autres pays qui trouvaient justement refuge. Aujourd'hui, quand on regarde cette Libye-là, et notamment après le décès de Kadhafi, ce sont justement les États-Unis qui ont déclaré la Libye comme étant un pays de non-droit après que leur ambassadeur a été justement tué par une frange de l'État islamique qui était donc opposée donc à ceux du mouvement du 27 mars, qui accompagnait notamment une base secrète de la CIA du côté donc des États-Unis, qui finalement avait été secourue donc par la force, on va dire, européenne de la côte, qui s'appelle tout simplement AFRICOM. Quand on regarde la Libye d'aujourd'hui, des regrets énormes. Je pense qu'il y avait des larmes à plein, à chaudes larmes d'ailleurs. On devrait clairement se dire que ce peuple a été berné, c'est Libyens.
tout simplement bernés, et puis aujourd'hui, ils ne peuvent que vivre leur propre turpitude, comme on peut le souligner. Oui, merci pour cette question qui me rappelle à définir qui est Kadhafi. Il faut d'abord qu'on puisse dire qui a été Kadhafi. Alors, Kadhafi, il a d'abord été le symbole de la résistance. Le symbole de la résistance face à l'Occident. Et on se souvient de toutes ces sanctions qui ont été prises à l'encontre de Kadhafi, de son pays, et tout l'embargo qui a été pris par les États-Unis dans l'espoir que ce pays-là, Kadhafi, n'allait pas trouver en tout cas les moyens nécessaires pour bâtir une nation, pour bâtir un pays. Mais avec le temps, il a montré ce visage de résistant et avec toutes les contraintes possibles, il est arrivé à bâtir une nation d'ailleurs qui s'est montrée très vaillante et qui s'est montrée plus assez développée que certains pays de l'Occident et même des États-Unis. Le patriarche le soulignait tantôt, en tout cas les éléments de bien-être et en tout cas de mieux vivre que Kadhafi a pu créer pour son peuple. Donc, le deuxième point, c'est Kadhafi en tant que patriote. D'abord, nationaliste parce qu'au lendemain de sa prise de pouvoir, il a montré qu'il fallait bâtir à partir des ressources de son pays, à partir des hommes de son pays. C'est la révolution. C'est pourquoi certains voyaient en lui cet homme-là de caractère avec une main de fer, parce que c'est cette main de fer-là qui a construit la Libye d'antan, la Libye qui était enviée par les Africains, qui était enviée par les Occidentaux. Donc ces nationalistes-là a su exploiter ses ressources, a su utiliser ses hommes pour bâtir ce grand pays d'antan. Patriote parce qu'il a toujours été là pour travailler pour son peuple. Malgré la division, malgré les contraintes qu'on a mises pour qu'il ne puisse pas réussir, il a toujours œuvré pour le bien-être de son pays. Il a tenté au mieux de ses possibilités pour réunir tous les Libyens et il était arrivé vraiment à asseoir cette identité libyenne, cette idée d'appartenance à la patrie que nous avons tous suivi à travers en tout cas les médias. Le deuxième point d'analyse que je voulais apporter par rapport à ce thème-là, c'est le leadership et, comment je vais dire ça, la transmission du pouvoir. On a constaté que, effectivement, Kadhafi, comme d'autres leaders africains, ont montré leur capacité en tant qu'homme fort, en tant que dirigeant, à pouvoir implémenter de bonnes actions, à pouvoir en tout cas faire de très grandes réalisations, mais la succession a toujours posé un problème. Et je pense que la chute de Kadhafi est arrivée dans cette question de succession et qui n'a pas été bien négociée, ou du moins l'Occident ayant utilisé cet élément-là pour pouvoir fragiliser d'abord son système à lui et enfin trouver ces instruments-là qui allaient faciliter sa chute. Pourquoi je pense qu'il faut mener cette réflexion? Parce que ce n'est pas que la Libye seule, c'est aussi quand on regarde du côté de, comment il s'appelle, en Côte d'Ivoire, où Houphouët-Boigny a pris du temps au pouvoir, et quand on prend au Burkina Faso, où, comment il s'appelle encore, Blaise Compaoré a pris du pouvoir, a pris du temps dans la gestion du pouvoir, la succession a causé un véritable problème. Le troisième point d'analyse que je vais apporter toujours par rapport au leadership de Kadhafi, c'est que malgré les richesses, malgré sa bonne foi, Kadhafi avait réussi à réunir en tout cas beaucoup de chefs d'État qui acceptaient, en tout cas qui suivaient sa vision, qui essayaient d'implémenter toutes les bonnes actions qu'il était en train d'entreprendre parce que
il a véritablement entrepris des actions dans le sens de pouvoir faire bénéficier d'autres nations que la Libye. Malheureusement, ces autres pères africains, je dirais toujours, par l'égocentrisme et l'égoïsme individuel, instrumentalisé par l'impérialisme, ont joué au faux semblant. Et lorsque le président Kadhafi était dans des difficultés, et c'est en ça qu'on a vu que tous ceux-là qui s'approchaient de Kadhafi ne s'approchaient rien que pour bénéficier de ses bonnes grâces en termes de ressources financières, en termes de réalisation, en termes de protection, en termes de couverture militaire, en termes de partenariat, mais ne partageaient pas réellement la vision de Kadhafi. Cette vision-là, aujourd'hui, que nous estimons que c'était une vision panafricaniste et qui devait être portée haut et qui devait être portée par ses autres pairs, non pas du point de vue de ses largesses en termes d'aide ou d'accompagnement ou de partenariat, mais une vision qui devait poser les bases d'un panafricanisme, poser cette refondation de l'Afrique dont aujourd'hui on réclame déjà pour les nations. Et Kadhafi était arrivé à donner des signaux pour poser une refondation de l'Afrique, une refondation qui devrait permettre au niveau des dirigeants d'implémenter quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, l'Occident a eu raison. L'Occident a eu raison parce que nous comprenons le système qui est mis en place. Nous allons terminer ce thème-là par la vision de Kadhafi. La vision panafricaine que nous avons essayé de décrire, elle a été de façon concrète dans les actions qui ont été posées par Kadhafi, que je vais tenter de relater un peu sa vision pour son pays à travers les réalisations qui ont été faites. Donc quand vous regardez les grands projets que Kadhafi a posés d'abord pour son pays, et ensuite les grands projets africains qui étaient en cours et qui avaient déjà été annoncés en grande pompe, si nos leaders étaient vraiment sincères, si nos leaders africains, nos chefs d'État africains étaient vraiment honnêtes, il fallait accompagner ce monsieur-là. Du coup, ça nous ramène à l'appréciation, ou en tout cas à la réflexion des institutions comme l'Union africaine. Nabalou, vous pensez également à chuter, hein? Vous pensez aussi à chuter pour qu'on puisse également procéder aux relances. D'accord, donc je disais que ça nous amène à réfléchir sur le bien fondé des institutions comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, qui sont des instruments dans la conception qui devraient quand même défendre les intérêts des Africains. Aujourd'hui, avec le recul et l'ensemble de ces faits-là, ça nous donne raison de dire que ces caisses à résonance ne sont que des instruments de l'Occident pour mieux, en tout cas, mieux contrôler nos chefs d'État et mieux contrôler l'ensemble des visions et l'ensemble des actions qui sont entreprises pour une unité africaine, pour un développement africain. Donc aujourd'hui, on est en légitime droit de se poser la question de la nécessité de refonder ces grandes institutions qui ne servent que les intérêts de l'Occident. Je vais m'arrêter là pour ce premier point. Merci. Merci également à vous, Nabaloum Abdoulaye. Avant de donner la parole justement donc au patriarche Kodo, avec le concours de réalisation, on va faire appel notamment au code d'accès pour les téléspectateurs, forcément pour certaines réactions. Les contacts, voilà, ils sont là, le plus 237 693 549 668 ou encore Skype for You TV Afrique et plus 64 9 889 05 26. Alors, patriarche Kodo, Nabaloum Abdoulaye a eu à
vraiment a donné une ouverture sur le chantier même qui était celui de Muammar Kadhafi, en termes notamment de vision, ses combats, de sa manière de penser, de réfléchir, et il déplora le fait que les chefs d'État ou les dirigeants africains n'ont pas su apprécier l'effort qui était le sien, la vision et la voie qu'il avait empruntée pour devoir l'accompagner. On est resté justement divisé par des questions peut-être politiques à cause des sièges qu'il fallait préserver avec une longévité sur le pouvoir. Il parle de la refondation aujourd'hui, notamment des États africains, forcément sous le prisme de Muammar Kadhafi. Réaction. Oui, Florent, je voudrais quand même rappeler un aspect extrêmement important que les gens, qui est assez occulté lorsqu'on fait l'analyse politique ou géopolitique entre les relations africaines vis-à-vis de la France et de l'Occident en général. Il faut savoir que lors de la création de l'organisation de l'Union africaine en 1963, je crois, à Addis Abeba, l'Afrique comptait une quinzaine de pays déjà dits indépendants. Et parmi ces pays, c'était des pays francophones. Des pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola, la Namibie et autres ne l'étaient pas. Donc, ceux qui ont rédigé la charte de l'Union africaine et qui a été l'actuelle charte, la première charte de l'organisation de l'Union africaine qui a été apparemment saupoudrée à la suite de la création de la convention en Union africaine, étaient tous des valets de la France. Donc des gens qui avaient accédé au pouvoir pour servir les intérêts de la France. Et ce poids-là, on le ressent jusqu'aujourd'hui. Lorsque vous prenez un pays comme la Libye, je crois que c'est en 1967 que la Libye, que le colonel Muammar Kadhafi accède au pouvoir en Libye, vous comprenez donc qu'il n'a pas participé à la création de ce machin qu'on appelle l'Union africaine, et voilà pourquoi, et il était d'ailleurs minoritaire dans la mesure où ne faisant pas partie des anciennes colonies françaises qui étaient majoritaires jusqu'à aujourd'hui, demeurent majoritaires sur le jeu politique et géopolitique africain. Or, qu'est-ce que la France a eu à faire, le plus gros exploit que la France a eu à réaliser pour empêcher les pays africains de sortir de la misère et de l'ornière, ou alors d'affirmer leur souveraineté, c'est d'avoir embrigadé toute l'élite africaine francophone dans les écoles philosophiques, dans les cercles, les cercles ésotériques d'obédience française, la rose-croix, la franc-maçonnerie. Ça, il faut le dire, et il faut l'admettre, parce que en réalité, notre élite, l'élite francophone, n'est pas au service des pays africains, elle est au service des loges d'obédience française, parce que ces loges sont structurées de manière à ce que les membres sont soumis aux diktats de leur maître, de leur vénérable maître et de la France par extension. Donc nous avons à la tête de nos États africains, de l'élite africaine, au sein de l'élite francophone, on a davantage des gens qui ne sont pas au service de l'intérêt de l'Afrique. Malheureusement, leur poids est assez lourd aujourd'hui. La France a réussi même l'exploit de recruter au-delà de l'ère francophone, parce qu'on va se retrouver avec des gens comme Mbalo et autres, des espaces qui ne sont pas traditionnellement des espaces qui ne relèvent pas de l'ère francophone, d'autres membres qui sont également à son service. Donc l'équation de la liberté ou de la souveraineté de l'Afrique ne se joue plus au niveau de l'élite. L'équation de la souveraineté de l'Afrique va désormais se jouer au niveau des populations africaine, dont l'influence ne partira plus du sommet vers le bas, mais l'influence ou alors les mutations partiront désormais du bas vers le sommet, comme nous le vivons actuellement au Mali, au Burkina Faso et en République centrafricaine. Donc, il s'agit pour les Africains, pour les peuples africains, de s'affranchir de toutes ces influences contradictoires par rapport à leur culture patrimoniale et par rapport à leurs intérêts. C'est une équation pas très facile à résoudre, et c'est sur ça que la France mise davantage pour continuer à maintenir l'Afrique francophone sous sa domination, ou alors sous son hégémonie. Lorsqu'on parle d'un monsieur comme Kadhafi, certainement n'étant pas de l'ère géographique francophone, il échappait donc à ces considérations. Et ce qui faisait de lui une cible privilégiée pour l'hégémonie française. Voilà pourquoi Kadhafi sera tout simplement exécuté, parce que Kadhafi n'était ni maçon,
ni rosicrucien. Et à ce titre-là, c'était un électron libre qui pensait l'Afrique autrement. Et non l'Afrique, cette Afrique que pense l'élite africaine corrompue et aliénée par l'influence de ces écoles philosophiques qui font de notre élite une élite qui n'est pas du tout au service de l'intérêt général, mais au service de leurs propres intérêts, ou alors au service de la puissance dominatrice ou de la puissance néocolonialiste. Aujourd'hui, on peut regretter la mort de Kadhafi, mais nous avons quand même une certitude. L'éveil des consciences au niveau des masses critiques nous amène à croire qu'à terme, la tendance sera inversée et l'élite sera obligée de faire la volonté des peuples et non la volonté de la puissance néocolonialiste, néo-esclavagiste qu'est la France. La mort de Kadhafi nous rappelle d'ailleurs, est d'ailleurs à la base de cet engagement que la Russie a pris désormais en faveur de la libération et de la souveraineté de l'Afrique, parce que si Kadhafi n'aurait pas été sacrifié, je doute que la Russie serait aujourd'hui engagée dans ce combat auprès des Africains qui pensent que l'Afrique est digne de respect, l'Afrique est digne de souveraineté, l'Afrique est digne d'indépendance, parce que justement, la mort de Kadhafi a connu, la Russie avait voté pour une mission de l'OTAN contre la Libye et non pour l'assassinat de Kadhafi. Vous comprenez? Aujourd'hui, la Russie a tiré les leçons et la Russie a compris que désormais, elle devrait être au besoin l'ennemi du bloc occidental, mais ami de l'Afrique, en faveur d'un développement harmonieux de notre continent. Donc il n'y a plus grand-chose. Tout ce que nous devons vivre, toutes les mutations que nous vivons en ce moment, sont en réalité, sont fondées, ou alors s'inspirent justement de l'assassinat de Kadhafi par la France, par la coalition franco-américaine. Plus 237 693 589 668, Skype for You TV Afrique, plus 64 989 05 26, les codes d'accès. Pour nous avoir au cours de ce rendez-vous, Nabaloum Abdoulaye, dites-nous vraiment en quelques 2 minutes 30, est-ce que si l'on écoute justement le développement du patriarche Kodo Pierre Claver, qui selon lui, il aura fallu que Kadhafi décède en termes justement de sacrifice pour qu'aujourd'hui on ait par exemple la position de la Russie comme étant le meilleur sparring partner pour l'Afrique en termes justement de challenge, de développement et de sort au niveau de ces leviers. Peut-on donc dire, à travers justement cette analyse ou son développement, que la mort de Muammar Kadhafi, comme dans toutes les révolutions, il y a toujours des sacrifices, était une bonne mort pour qu'il y ait un certain éveil justement des consciences africains ou que d'autres puissances puissent comprendre clairement le jeu noir et blanc qui s'est souvent présenté au monde sans toutefois que les uns et les autres en sachent davantage? Oui, la mort de Kadhafi nous donne raison dans tout notre combat panafricain, dans tout notre combat de libération de l'Afrique. Je vais revenir sur ce qui a causé, pas ce qui a causé, mais qui a causé la mort de Kadhafi. C'est l'OTAN qui a créé la mort de Kadhafi. Et l'OTAN, c'est qui? L'OTAN, c'est l'Occident avec les États-Unis coalisés. Et on a utilisé l'ONU comme celui-là qui légalise la mort, en tout cas pour la déstabilisation des États. Et c'est ce qui a été prouvé jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous regardez la mort de Kadhafi et vous suivez l'actualité du côté du Mali qui se passe aujourd'hui, où l'ONU demande des moyens pour intervenir au Mali, pendant que l'ONU a été au Mali depuis plus de 9 ans maintenant, l'ONU n'a pas pu produire des résultats. Mais l'ONU a trouvé l'occasion de légaliser l'attaque, de donner son aval pour qu'on tue Kadhafi. Aujourd'hui, la Libye est dans un désastre total. Pourquoi est-ce que l'ONU ne voit pas encore une résolution pour dire, vous qui avez tiré, vous qui avez tué Kadhafi, vous qui avez mis cette population dans ce désastre humanitaire-là, alors trouvez les voies et les moyens pour rétablir l'ordre. Jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les actions que l'ONU a posées pour donner une vision claire que la Libye va être restaurée, la Libye va devenir un État normal? Donnez-moi, il n'y en a pas.
Aujourd'hui, nous savons que nous, panafricains, notre lutte, elle est noble. Et le patriarche l'a si bien dit, nous avons compris que de par le sommet, il va être très difficile de pouvoir mener cette lutte-là, de pouvoir libérer l'Afrique. C'est pourquoi nous avons engagé l'action de la lutte par la sensibilisation, par les grandes masses, pour que l'on comprenne. C'est pourquoi vous voyez le peuple malien, vous voyez les peuples africains qui de plus en plus se mettent debout parce que nous avons compris que ni les grandes institutions comme l'ONU, ni l'Union africaine, ni quelconque organisation internationale n'est conçue pour aider une population. Au contraire, c'est pour créer la désolation, c'est pour créer le désastre humanitaire, c'est pour semer la mort partout. Donc, aujourd'hui, la mort de Kadhafi nous donne à plusieurs niveaux de réflexion, de telle sorte que nous pensons que notre lutte, nous devons davantage l'accentuer, et c'est pourquoi des tribunes comme For You Media doivent être encouragées à travers l'Afrique pour que ce travail de conscientisation puisse atteindre l'ensemble des masses qui de plus en plus cherchent à comprendre et à mieux comprendre pourquoi est-ce que nous sommes dans cette pauvreté. Est-ce que vraiment nous sommes engagés pour être pauvres, nous sommes nés pour être pauvres comme on le dit, ou bien est-ce qu'il y a un système quelque part? S'il y a un système, faisons en sorte que tout le monde puisse comprendre ce système-là et que tout le monde dénonce ce système de l'Occident qui nous maintient dans la précarité, qui nous maintient dans la pauvreté. Donc voilà un peu les points que je voulais apporter. Voilà donc, monsieur, nous sommes à une dizaine de minutes pour sortir de cette émission. Et on va profiter d'ailleurs pour revenir notamment sur ce qu'on pourra appeler l'ère de Kadhafi et de ce que pourront en faire notamment les populations africaines ou encore les peuples africains. Et quand depuis Clavage, je voudrais justement vous poser la question de savoir, au regard de tout ce qui s'est donc passé, il y aura forcément des leçons à tirer du départ de Muammar Kadhafi, en commençant par la Libye elle-même, qui aujourd'hui a complètement perdu tout. Il y a également ce que les pays africains doivent, à travers justement cette lutte-là qui est engagée au combat de la révolution, qui a d'ailleurs été l'objet du décès de Muammar Kadhafi, et vous avez évoqué notamment du cas de la Russie tout à l'heure, qui à travers cela s'est positionné pour notamment soutenir l'Afrique. L'attitude aujourd'hui, quel serait donc le positionnement, ou quel devait être le positionnement des États africains de manière générale vis-à-vis notamment des puissances impérialistes pour tirer un certain profit de l'ère de Muammar Kadhafi? Vous avez 3 minutes pour réagir. Oui, je crois que c'est une question extrêmement pertinente. Je pense que l'avenir de l'Afrique ne dépend plus de l'élite actuelle aux affaires. C'est une élite corrompue, elle a monté ses limites. L'Afrique a impérativement besoin d'un nouveau leadership basé, fondé sur la conjugaison ou alors d'un certain nombre de facteurs positifs, des valeurs positives qui sont celles des coutumes, des cultures qui sont les nôtres. Aujourd'hui, lorsque vous voyez la situation de l'Afrique, vous avez le sentiment que l'élite a totalement échoué. Elle a échoué parce qu'elle est soumise à travers des mécanismes assez intelligents, cyniques et subtils mis en place par la France, notamment, que je considère comme le loup dominant de la prédation internationale, dans de l'impérialisme cupide de l'Occident envers notre continent. Je crois que ce qui importe aujourd'hui, c'est que la jeunesse s'approprie les leviers du combat, qui est celui d'une Afrique souveraine, une Afrique souveraine de demain. Et nous autres, au niveau des médias, nous faisons déjà de notre mieux. Nous pensons simplement que les jeunes pourront prendre du recul et s'affranchir de l'influence du fantasme dans lequel la jeunesse semble s'enfermer à travers les jeux de hasard et les courses, les jeux de hasard, notamment les courses de chevaux, oui, et les paris sportifs, pour se mettre en question, parce qu'il y a une certitude, l'avenir de l'Afrique dépend des Africains, quels que soient les partenaires que nous pourrions avoir en international, dans le monde, mais si nous ne sommes pas conscients des enjeux
qui sont les nôtres dans le Conseil des Nations, nous ne pourrions jamais y arriver. Parce que je prends par exemple l'exemple de la Chine, qui il y a 20 ans a tout donné à l'Afrique, un pays comme le Cameroun, en investissant des centaines de milliards de francs dans la construction par exemple des infrastructures, mais la plupart de ces projets ont échoué parce qu'ils étaient implémentés par des gens anti-patriotes, une élite corrompue qui a tout mis en œuvre malgré la vision du chef de l'État, mais une élite qui a tout mis en œuvre pour davantage tirer profit des projets et des investissements mis en place par la Chine et non de faire bénéficier aux populations. On a le cas de l'autoroute Yaoundé-Douala qui en 6 ans sur un tronçon de 195 km, on en est à 50 km. 60. À 60 km. Vous comprenez donc qu'avec une élite pareille, l'Afrique ne peut pas avancer. Même malheureusement, nous sommes également pris en otage à travers des accords de coopération, notamment l'accord en matière d'éducation, où la France réussit l'exploit d'insérer dans les programmes scolaires en vigueur dans les pays francophones des espèces de cancers, des espèces de, je ne sais pas comment je peux appeler ça, des espèces de cancers. Ce matin encore, je voyais un commentaire sur dans les réseaux sociaux sur l'enseignement de la sexualité aux enfants des classes de cours élémentaires 1, cours élémentaire 2. Pourtant, on aurait gagné à leur enseigner le patriotisme. Juste pour mettre de l'eau à votre moulin, oui. En France, justement, le président français Emmanuel Macron a fait comprendre aux enfants qu'ils peuvent avoir des parents de même sexe. Et puis, il y a une petite fille noire qui s'est d'ailleurs été très étonnée de cette affaire. Et justement, donc, aujourd'hui, on est en train de diffuser cela au sein même des dessins animés que les jeunes regardent aujourd'hui. Voilà, et de manière très cynique. Or, on a à la tête de nos États des responsables qui ne tiennent pas compte de ces menaces. C'est la menace majeure qui pèse sur l'avenir de l'Afrique et qui risque d'enfermer l'Afrique de demain dans sa position actuelle, c'est-à-dire un continent de misère, un continent de pauvreté, un continent sans âme, un continent qui n'a pas de repère. Or, c'est à cause de notre élite que nous nous retrouvons là, parce que c'est une élite comprador, aliénée, imbécile et cupide, corrompue. Voilà pourquoi est-ce qu'on peut admettre que des choses pareilles se passent en Afrique. Pourtant, dans d'autres espaces comme en Chine, tout est contrôlé. Même WhatsApp que nous utilisons, il y a une version WhatsApp chinoise que les Chinois utilisent et qui n'a rien à voir avec la version WhatsApp que vous et moi nous utilisons en Afrique. Donc, il est question pour l'Afrique de faire un grand bond, mais avec un nouveau leadership, comme je me rappelle, on a des leaders comme le président Badakani qui ont une certaine vision et qui abattent un boulot énorme. Mais maintenant, il faudrait que la masse critique les accompagne dans la réalisation de ce projet de société qui est le seul projet de société salutaire pour notre continent. Sinon, si on continue avec l'élite actuelle, l'Afrique, la sortie du tunnel ne sera pas pour demain. Au contraire, nous allons nous enfoncer davantage. On parlait de Macron, à quelle une petite fille a embarrassé au cours d'une visite dans une école primaire. On parle aujourd'hui au Cameroun des enfants qui, au lieu d'apprendre les notions de patriotisme et du respect de la chose publique, on leur enseigne plutôt des histoires de sexe. Vous comprenez que nous avons devant, à la tête de nos États, des gens qui, à la limite, ne savent pas ce qu'ils veulent ou alors sont résolument au service du maître et de la glorieuse France. Merci. Nabaloum Abdoulaye, on va sortir avec vous vraiment en 2 minutes 30 ou peut-être presque 3 minutes parce que le temps nous tient à la gorge. L'élite aujourd'hui, l'élite notamment, on va dire celle qui est futuriste, notamment la jeunesse, est justement le pan qui devrait porter le combat réel de ce panafricanisme que j'appelle celui de la révolution, puisque si justement on ne parvient pas à s'assumer et notamment défendre ses idéaux, il est clair que la marche elle est perdue. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Est-ce que on pourrait comparer cela à l'attitude que notamment les peuples d'Afrique de l'Ouest, notamment vous du côté du Burkina Faso, vous faites aujourd'hui à vouloir à ce que nous ayons un état de droit, bien des états de droit, mais qui peuvent faire valoir le besoin et le bien-être des populations? Nous sommes sur la même longueur, donc il faut une refondation de l'ensemble des systèmes. Que ce soit le système de la gouvernance, que ce soit l'ensemble des systèmes éducatifs, l'ensemble des systèmes économiques, financiers. C'est une refondation de façon globale
qu'il faudra engager d'abord dans les pays et ensuite maintenant voir dans les différents espaces comment est-ce qu'on s'organise au mieux. Donc, c'est pourquoi nous pensons que cette lutte panafricaine-là doit partir d'abord du patriotisme, d'abord, et ensuite du nationalisme, et en troisième lieu, c'est comment il faut arriver à mieux canaliser ce patriotisme, comment il faut arriver à mieux canaliser ce nationalisme-là dans des réformes des systèmes qui nous ont été imposés. Parce que si on n'arrive pas à remettre en cause, à remettre à plat tout l'ensemble de ces systèmes pour rebâtir des systèmes qui sont les nôtres, pour rebâtir des systèmes qui sont le reflet de notre identité, qui sont le reflet de notre culture, alors il va être difficile de pouvoir, en tout cas, sortir de cette situation. Mais nous avons bonne foi que ce n'est pas chose impossible. Si d'autres nations ont pu le faire, si d'autres continents ont pu le faire, et nous aussi, on a la possibilité de le faire. Aujourd'hui, nous arrivons à dénoncer cet impérialisme, nous arrivons à dénoncer ce système-là qui nous a embrigadés de tous les côtés. Et nous percevons très clairement où sont les éléments du système qui remettent en cause notre capacité à pouvoir s'en sortir. Donc, si on arrive, bien entendu, à travers les masses populaires, à la conscientisation, et que de par là, on arrive à implémenter un système de gouvernance et des organes de gouvernance qui répondent aux aspirations des peuples, qui sont panafricaines, qui répondent à l'intérêt des peuples, alors c'est en cela que nous serons sûrs que nous avons déjà les bases pour aller vers une Afrique qui peut s'unir, une Afrique qui peut être une. Une, pourquoi? Parce que nous mettons l'accent sur l'unité. L'union n'est pas forcément, ne donne pas forcément l'efficacité de l'action d'ensemble, mais l'unité donne l'efficience de l'action d'ensemble. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous nos pays africains sont unis, mais ils ne font pas l'unité. Donc c'est pourquoi il faudra d'abord, de notre point de vue, maintenir, accentuer, diversifier tous ces canaux de communication, de conscientisation à travers l'ensemble des pays. C'est pourquoi nous lançons l'appel à tous les peuples, l'appel à tous les peuples, l'appel à tous les jeunes de s'organiser dans tous les pays africains pour que ce travail de conscientisation-là puisse toucher le pauvre lambda, qu'il soit alphabétisé ou non, qu'il comprenne qu'il est embrigadé dans un système dont il n'a pas, en tout cas ce n'est pas lui qui est souhaité être dans cette situation-là. Et lorsque ce travail va permettre d'avoir des dirigeants ou des décideurs qui sont panafricains, qui sont éclairés, qui comprennent ce que leur peuple veut et qui travaillent pour l'intérêt de leur peuple, nous serons sûrs que l'Afrique de demain, l'Afrique libératrice, l'Afrique productrice, l'Afrique au concert des nations, l'Afrique dominatrice va s'énoncer. Voilà, messieurs, merci pour votre participation, votre contribution à ce rendez-vous donc qui rendait hommage à Mouammar Kadhafi en symbole du panafricanisme et mettant donc en exergue l'héritage pour les populations africaines. Je vous souhaite de passer une excellente soirée du côté de Ouagadougou. Merci à vous, Florent. Merci aux doyens, au patriarche. Merci à la réalisation et toute l'équipe de For You Media. Encore merci à l'ensemble des panafricains qui suivent. Seule la lutte libère, ensemble menons la lutte. Merci à vous, bonne soirée. Lepe Kondo, merci une fois de plus d'avoir honoré à notre rendez-vous. Oui, merci Florent, merci à nos téléspectateurs et téléauditeurs. Je crois qu'on a la mort de Kadhafi ou alors l'assassinat de Kadhafi devrait mettre chaque Africain devant ses responsabilités. Aujourd'hui,
11 ans après, et dans le contexte actuel marqué par la volonté de la Russie de remettre les pendules à l'heure en matière de coopération internationale. J'ai continué à insister pour que les Africains cessent de privilégier ce qu'ils appellent l'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Les Africains devraient plutôt considérer leur vis-à-vis soit comme étant des opportunités, sinon des menaces. Pour le cas d'espèce, je pense qu'à l'analyse de tout ce que nous avons subi depuis des siècles, l'Occident est une menace pour l'Afrique et il faut s'en détourner. Merci donc à vous. Le monde bouge, l'Afrique aussi. Figurez-vous que nous aussi. L'info à chaud rentre en gare. Rendez-vous sera pris demain. Dans une vingtaine de minutes, prenez rendez-vous donc avec le point sur l'actualité. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.